Le 14 mars 2026, à 3h47 du matin, quelque chose est entré rapidement dans l'atmosphère terrestre et s'est écrasé dans le désert du Nevada. Ce n'était pas un météore. Ce n'était pas un météore. Ce n'était pas un satellite. C'était un véhicule. 3 jours plus tard, la chose à l'intérieur s'est réveillée et m'a regardé avec des yeux qui n'auraient pas dû être sur un visage humain, trop grand, trop profond, comme si je regardais à l'intérieur de 15 000 ans d'évolution. Et puis elle a parlé. Elle possédait un français parfait. Je viens du futur, pas de votre futur proche, de votre futur lointain. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très important. Dans 97 heures, tout ce que vous connaissez n'aura jamais existé, à moins que je ne me tue. Ici, maintenant, sous vos yeux, avait-elle dit. Je n'avais rien compris à ce moment-là. Mais maintenant, je comprends. Je m'appelle Dr Nathan Rousseau. Je suis astrophysicien et j'ai 38 ans. Je travaille pour la DARPA, Agence des projets de recherche avancée de défense, dans une installation située à 400 mètres sous le désert du Nevada qui n'apparaît pas sur les cartes officielles. On nous appelle la zone ECHO. Nous sommes une sous-section de la zone 50 et un dédié à l'analyse de phénomènes défiant la physique connue, officieusement connue. La nuit du 14 mars, j'étais de garde quand les alarmes radars ont soudain hurlé. Quelque chose descendait. Vitesse, Mach 5,7. Altitude, 80 000 pieds et chutant rapidement. Trajectoire, impossible, des angles violant toutes les lois aérodynamiques. Impact dans 90 secondes, avait averti le système. Le général Marcus Miller a évacué la base de surface. Toutes les unités aux abris souterrains. Immédiatement, ordonna-t-il. Nous avons tous regardé sur les écrans. L'objet a frappé le sol à environ 180 km au nord-ouest, créant une boule de feu visible depuis Las Vegas. Mais pas d'explosion nucléaire ni de cratère massif. Juste un impact contrôlé. Plutôt un atterrissage d'urgence qu'un crash. 6 heures plus tard, l'équipe de récupération a trouvé le véhicule. Ce n'était pas un avion ou un missile. C'était ce qu'un enfant dessinerait si vous lui demandiez à quoi ressemble un vaisseau spatial, mais réel, tangible, fait d'un matériau qui changeait de couleur selon l'angle de vue. Et il était intact. Extrêmement intact, comme si frapper le sol à Mach 5 n'était qu'une petite piqûre de moustique. Le véhicule mesurait environ 12 mètres de long et avait la forme d'un œuf. Pas de soudure visible, pas de rivet, pas de traces d'outils. Juste une surface qui semblait avoir été cultivée plutôt que construite. Et il émettait un son. Pas un son fort. Une vibration à 7,83 Hz, exactement la fréquence de résonance Schumann de la Terre. Comme s'il essayait de se synchroniser avec la planète elle-même, nous l'avons transporté à la zone ECHO dans le plus grand secret. Après 24 heures de travail, nous l'avons descendu dans la chambre de confinement, une pièce de 21 mètres de côté située à 400 mètres sous terre, entourée de béton renforcé et de cages de Faraday. Je pense que nous avions créé un environnement sûr, ou du moins c'est ce que nous pensions. La biologiste en chef, Dr Yuki Chen, a effectué les premières analyses. Pas de radiation, pas de contamination biologique, température de surface, exactement 37 degrés Celsius, la même que la température corporelle humaine, rapporta-t-elle. Un véhicule qui maintient la température corporelle, demandai-je. Ou un organisme qui ressemble à un véhicule, suggéra-t-elle. Le 15 mars à 8 heures, quelque chose a changé. La fréquence sonore a augmenté. Sa surface a commencé à onduler. Elle ressemblait à de l'eau perturbée. Puis une ouverture est apparue. Pas une porte qui s'ouvre. Une ouverture qui se forme. Le matériau se remodelant pour créer un passage. Et quelque chose en est sorti. Cela ressemblait à un homme. 2 bras,
2 jambes, une tête, mais les proportions étaient légèrement fausses. Trop grand, environ 2,1 mètres, membres trop longs, doigts avec une articulation supplémentaire, et les yeux étaient d'une taille énorme, presque 2 fois la taille des yeux humains normaux, un iris d'un bleu si profond qu'il paraissait noir. Et quand il m'a regardé, me regardant à travers 3 épaisseurs de verre renforcées et 4 écrans de surveillance, j'ai eu l'impression qu'il voyait non seulement mon visage, mais mes pensées, mes peurs, toute mon histoire génétique. Il a levé une main, lent, délibéré, geste universel, paix. Ce mouvement voulait dire qu'il n'était pas une menace. Puis il a parlé. Sa bouche bougeait étrangement, comme si former des mots était une compétence qu'il devait réapprendre. Mais les sons qui sortaient étaient parfaits. Sa langue maternelle était le français. Il avait même un accent parisien. « Mon nom est... » commença-t-il, puis s'arrêta. « Non, mon nom est imprononçable avec votre physiologie vocale actuelle. Appelez-moi Adam. C'est approprié ?» dit-il. Le général Miller a activé l'interphone. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? » demanda-t-il. « Je suis humain, Homo sapiens, comme vous, mais de votre futur, 15 000 ans plus tard, » répondit-il. La salle de contrôle s'est plongée dans un silence total. « C'est impossible, » chuchota le docteur Chen. « Non, » répondit Adam. « J'ai remarqué qu'il pouvait nous entendre malgré l'isolation phonique, comme s'il était parmi nous. Pas impossible, juste, improbable, mais je suis quand même ici. » Les 3 jours suivants se sont passés en tests, interrogatoires et analyses. Adam a pleinement coopéré. Il a donné du sang. Humain, mais avec des modifications génétiques que nos biologistes ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Il a expliqué sa physiologie. Poumons plus efficaces, cœur plus petit mais plus puissant, cerveau restructuré pour un traitement parallèle massif. « Vous êtes l'évolution », dit le docteur Chen avec admiration. « Vous êtes l'évolution humaine naturelle d'il y a 15 000 ans. » « Pas exactement naturelle, » corrigea Adam. « Nous avons guidé le processus. Après les grandes extinctions du 22e siècle, l'humanité est tombée à environ 40 000 individus. Nous avons dû faire un choix. Adaptation rapide ou extinction. »« Quelles extinctions ?» demandai-je. Le visage d'Adam s'est assombri. « Voulez-vous vraiment savoir ?» demanda-t-il. « Oui, » répondis-je. Il a sorti un appareil de sa poche. Cristal noir, de la taille d'un smartphone mais beaucoup plus complexe. Il l'a activé. Une projection holographique a rempli la pièce. Elle montrait la Terre. Non, mais c'était une autre planète ressemblant à notre Terre. 2087. Température mondiale, plus 4,5 degrés Celsius. Zone côtière submergée. 2 milliards de réfugiés climatiques. 2103, première guerre de ressources. Armes biologiques. 800 millions de morts. 2127. Il n'a pas détaillé l'événement de cette année, mais les images montraient quelque chose. Une déchirure dans le ciel, qui semblait aspirer des villes entières. Les villes ne disparaissaient pas, elles étaient effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. 2127 est l'année critique, dit Adam. C'était l'année où tout aurait pu se terminer. Mais nous avons survécu, nous avons changé, nous avons évolué, et en 15 000 ans, nous avons tout reconstruit, mais pas comme avant, mieux, plus sage, paradoxalement plus humain. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda le général Miller, avec sa pensée pragmatique habituelle. « Parce que quelque chose essaie d'empêcher ça, » répondit-il. « D'empêcher quoi ?» insistai-je. « Tout, l'humanité, l'avenir. »« Moi, » précisa-t-il. Il a éteint la projection. « Il y a des entités, pas comme moi, pas humaines du tout, même si elles viennent de l'humanité. Elles viennent du futur, beaucoup,
beaucoup plus loin. 50 000 ans peut-être. Elles se sont transformées en autre chose. Elles existent en dehors du temps linéaire. Et elles font des expériences. Des expériences avec quoi? Demandai-je. Avec la causalité. Les chronologies temporelles. Pour elles, effacer un futur et en créer un nouveau, c'est comme vous changer de chaîne de télévision. Intéressant, amusant et sans conséquence, expliqua-t-il. Mais des milliards de vies, commençai-je. Pour elles, ces milliards ne signifient rien, parce qu'elles ne peuvent plus ressentir d'empathie. L'évolution les a emmenées au-delà de ça, au-delà de l'émotion, au-delà de la morale. Elles sont devenues complètement fonctionnelles, efficaces, parfaites et complètement, absolument monstrueuses, dit-il. Comment savez-vous qu'elles sont ici, maintenant? Demanda notre experte en physique quantique, Dr. Sarah Okoye. Adam a pointé son véhicule parce qu'elles ont saboté mon voyage. J'étais censé arriver en 2025, discrètement, pour observer et corriger les petites déviations temporelles créant des paradoxes. Mais elles ont détecté mon départ. Elles ont modifié ma trajectoire. Elles m'ont forcé à un atterrissage d'urgence. Ici, maintenant, sachant que cela créerait... Commença-t-il. Il s'est arrêté, regardant quelque chose que nous ne pouvions pas voir. « Quoi » demandai-je. « Elles sont ici, dans cette pièce. En ce moment, dit-il, nous avons tous regardé autour de nous. Rien, juste nous, les scientifiques et les gardes dans la pièce. Vous ne pouvez pas les voir, dit Adam. Elles n'existent pas comme réelles, elles sont des modèles mathématiques vivants, des probabilités conscientes. Elles influencent plutôt qu'elles ne bougent. Comment pouvez-vous les détecter? Demandai-je. Parce que mon cerveau a évolué pour traiter des dimensions supplémentaires de la réalité. Je peux percevoir les perturbations causales et en ce moment, il a fermé ses yeux énormes. Il y a 3 entités dans cette pièce, une dans le coin nord-est, une au-dessus de nous, une en vous, docteur Rousseau, dit-il. J'ai frissonné un instant. En moi? Demandai-je. Elle observe à travers vous, utilise vos sens, depuis environ 47 heures, depuis le moment où vous m'avez vu pour la première fois, précisa-t-il. À cet instant, j'ai senti quelque chose. Ce n'était pas physique, mais c'était comme une présence. Un poids dans ma conscience que je n'avais jamais remarqué auparavant, mais qui était soudain terriblement évident. « Que fait-elle » demandai-je. Elle apprend. Sur vous, sur votre époque. Sur comment manipuler les événements pour créer le résultat qu'elle désire, répondit-il. Quel résultat? Insistai-je. Adam a rouvert les yeux. Le paradoxe. Si mon existence ici devient publique, si l'humanité de 2026 apprend avec certitude que le voyage temporel existe, cela modifie cette chronologie de manière catastrophique. Les décisions que vous prendriez naturellement ne seront plus prises. L'avenir déviera, et dans cette déviation, mon futur, celui où l'humanité survit et évolue, n'existera pas. Mais vous existez déjà, objecta le docteur Okoye. Le paradoxe du grand-père. Vous ne pouvez pas effacer votre propre existence. Ça ne fonctionne pas comme ça, dit Adam tristement. Les paradoxes ne créent pas des impossibilités. Ils créent des effondrements de probabilités. Toutes mes versions dans tous les futurs possibles commencent à se annuler mutuellement. Je ne disparais pas instantanément. Je commence à n'avoir jamais existé, et une fois ce processus commencé, il se propage à tout. D'abord ma famille, puis ma ville, puis mon espèce, puis toute la chronologie. C'est de la folie, dit le général Miller. Non, c'est de la physique. Une physique que vous ne comprendrez pas avant 8000 ans et qui est aussi réelle que la gravité, répliqua Adam. Il s'est tourné vers moi. Docteur Rousseau, l'entité en vous va bientôt agir. Dans environ 12 heures, elle vous forcera à faire quelque chose.
envoyer un email, passer un appel téléphonique, quelque chose de petit, qui semble insignifiant, mais du genre insignifiant qui déclenche une progression causale. « Comment puis-je l'arrêter » demandai-je. « Vous ne pouvez pas. Elle contrôle vos impulsions neuronales au niveau quantique, mais moi je peux. »« Si vous me laissez entrer, dit-il. »« Entrer où ?» demandai-je. « Dans votre esprit. C'est le seul endroit où je peux la combattre. Mais je dois vous avertir. L'expérience sera intense. Vous verrez ce que je vois. Vous comprendrez ce que je comprends. Et une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus jamais vraiment revenir à qui vous étiez. » Prévint-il. J'ai accepté, parce que l'avenir de l'humanité en dépendait. Vous auriez refusé si vous étiez à ma place? Adam a posé sa main, ses doigts étrangement longs avec une articulation supplémentaire, sur mon front. Et puis, j'ai vu. Pas avec mes yeux, avec autre chose. Avec une perception au-delà de la vue. J'ai vu le temps, pas comme une ligne, comme un réseau. Des milliards de fils interconnectés, chaque fil une décision, chaque nœud un point de choix s'étendant dans toutes les directions, passé, futur, réalité alternative. Et dans ce réseau, je les ai vus, les entités. Elles n'avaient pas de forme. Elles étaient des mathématiques vivantes, des équations conscientes, des schémas de probabilité ayant acquis une volonté. Magnifique, terrifiante, complètement, absolument inhumaine. L'une d'elles était en moi, enroulée autour de mon cortex préfrontal comme du lierre, touchant mes neurones, guidant mes pensées dans des directions subtiles que je n'avais jamais remarquées. Adam était là aussi, dans cet espace mental partagé. Sa présence était vaste, comme regarder une bibliothèque quand vous ne connaissez que des brochures. « Regardez » dit-il. Il m'a montré ce que l'entité prévoyait de me faire faire. Dans 11h23, j'allais envoyer un email à un collègue au MIT. Un simple email sur une anomalie de données que j'avais remarquée. Cela semblait innocent, routinier. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il semblait. Ce collègue partagerait cette information, elle atteindrait un journaliste. Il enquêterait. Et dans 6 semaines, l'histoire éclaterait. La DARPA cache un voyageur temporel. Panique mondiale, marché financier en effondrement, gouvernement en crise. Et dans le chaos, quelqu'un, l'entité s'en fichait de qui, prendrait une décision différente. Une petite décision. Faire un investissement différent. Voter différemment. Déménager dans une ville différente. Et cette décision créerait un fil manquant dans le réseau. Un fil qui devait être là. Un fil menant directement à la survie de l'humanité en 2127. Sans ce fil, nous ne pourrions pas survivre à l'événement. Les 40 000 survivants deviendraient zéro. C'est insensé, pensais-je. Un email ne peut pas détruire l'humanité. Pas l'email, corrigea Adam. La cascade. C'est 1 million de petits changements accumulés qui font le vrai changement. Comme James Clear le dit aussi, les grands changements sont le résultat d'actions petites mais constantes. Alors, empêchez-moi d'envoyer l'email, proposai-je comme solution. Je peux, mais elles essaieront autre chose. Elles utiliseront quelqu'un d'autre. Elles ont un nombre infini d'essais pour expérimenter. Nous avons 97 heures avant que le paradoxe ne devienne irréversible, dit-il. Alors quelle est la solution? Demandai-je. Il me l'a montré, et j'aurais aimé ne pas voir. La solution était simple, horrible mais simple. Adam devait mourir, ici, maintenant, avant que les entités ne puissent utiliser son existence pour créer plus de paradoxes. Mais pas n'importe quelle mort. Une mort qui effacerait rétroactivement son arrivée. Une mort qui ferait que l'impact n'avait jamais eu lieu. Une mort qui ferait que nous ne l'avions jamais trouvé et que ces 3 jours n'avaient jamais existé. C'est un suicide temporel,
dis-je quand Adam a retiré sa main de mon front et que je suis revenu à la réalité normale, si limitée, si plate comparée à ce que je venais de voir. Oui, confirma-t-il simplement. Mais si vous n'êtes jamais venu, comment pouvez-vous arrêter le paradoxe créé par votre arrivée? Demandai-je. C'est là que ça devient compliqué. L'appareil dans le véhicule, ce n'est pas juste un moteur temporel, c'est une encre causale. Si je l'active en mode effacement, il créera une bulle de réalité stable autour de ce moment. À l'intérieur de la bulle, le temps s'écoulera normalement. À l'extérieur, la chronologie se réorganisera pour absorber le paradoxe. Quand la bulle se dissipera, la réalité corrigée se propagera vers l'extérieur. Expliqua-t-il. Combien de personnes seront dans la bulle? Demandai-je. Tous ceux dans un rayon de 200 mètres au moment de l'activation. Environ 47 personnes dans cette installation. Vous vous souviendrez tous, pendant environ 72 heures. Puis vos souvenirs commenceront à s'estomper, remplacés par les souvenirs de ce qui s'est vraiment passé dans la chronologie corrigée. Précisa-t-il. Mais pas moi, dis-je. Il m'a regardé avec une sorte de respect. Vous saisissez vite. Oui, pas vous. Quelqu'un doit ancrer les vrais souvenirs. Les porter. Sinon, la correction causale sera incomplète. Cette personne vivra avec 2 ensembles de souvenirs. 2 histoires. Et personne ne la croira jamais. Pourquoi moi? Demandai-je. Parce que l'entité vous a choisi. Parce que vous avez vu ce que j'ai vu. Parce que votre esprit est marqué. Et parce qu'honnêtement, je pense que vous pouvez le supporter. Je pense que vous pouvez supporter la solitude de connaître une vérité que personne d'autre ne pourra jamais savoir, dit-il. Le général Miller a organisé une réunion d'urgence. Il a rassemblé tous les scientifiques seniors. Les chefs de la sécurité et le personnel clé étaient également inclus. Adam a expliqué la situation. Pas avec le langage technique qu'il avait utilisé avec moi, mais en termes que tout le monde pouvait comprendre. Dans 4 jours, une cascade de paradoxes temporels commencera. Elle se propagera géométriquement. D'abord cette installation, puis le Nevada, puis l'Amérique du Nord, puis le monde. Les gens commenceront à dysfonctionner. Ils se souviendront de choses qui n'ont jamais eu lieu. Ils vivront des vies qui n'existent pas. Et quand le paradoxe atteindra la masse critique, tout s'effondrera. Pas comme une explosion, comme un effacement. Vous ne mourrez pas, mais vous n'aurez jamais existé, expliqua-t-il. Le docteur Chen a levé la main tremblante. Comment pouvons-nous vous croire? C'est... commença-t-elle. De la folie? Oui, mais vous avez analysé mon ADN. Vous avez scanné mon véhicule. Vous savez que je ne viens pas d'ici. La question n'est pas de savoir si vous me croyez. La question est, pouvez-vous vous permettre de ne pas me croire? Dit-il. Quelle est votre solution? Demanda le colonel Ace. Je me sacrifie. Mon appareil efface mon arrivée de la chronologie. Demain matin, vous vous réveillez avec des souvenirs d'un impact de météore. Vous avez enquêté. Vous n'avez rien trouvé d'inhabituel. Vous avez fermé le dossier. La vie continue, répondit-il. Et vous? Insista le colonel. Je n'existe plus. Du moins, pas dans cette chronologie. Mais mon futur, notre futur, reste solide. L'humanité survit. Elle évolue, elle continue, dit-il. Le silence a régné dans l'environnement pendant un moment. Puis le docteur Okoye a parlé. Il y a une autre option. Vous nous donnez la technologie. Nous l'étudions. Nous préparons l'humanité. Nous évitons les catastrophes que vous avez montrées, suggéra-t-elle. Adam a secoué tristement la tête. J'aimerais pouvoir, mais c'est exactement ce que les entités veulent. Si vous obtenez la technologie temporelle maintenant, vous l'utiliserez. Ce sera la plus grande erreur. Vous créerez de pires paradoxes. Vous devez arriver à cette technologie naturellement, en souffrant, en échouant, par 15 000 ans d'évolution douloureuse.
Il n'y a pas de raccourci vers la sagesse, dit-il. Cette nuit-là, j'ai trouvé Adam seul dans la chambre de confinement, regardant son véhicule. « Avez-vous peur ?» demandai-je. « Je suis terrifié, » admit-il. Même avec 15 000 ans d'évolution, même avec un cerveau restructuré pour la rationalité, la peur de cesser d'exister est primitive, universelle. Peut-être la seule chose vraiment humaine qui reste en moi. Votre famille dans le futur, ils, commençai-je. Ils ne sauront jamais ce qui m'est arrivé. D'un certain point de vue, je ne reviendrai simplement pas de mission, perdu, pas d'explication, pas de fin. Pour ainsi dire, je serai effacé, dit-il. Je suis désolé, dis-je. Ne le soyez pas, c'est le prix. Et si cela signifie que les humains continueront d'exister, je paie volontiers ce prix. Que l'humanité continue, même si personne ne connaîtra jamais ce sacrifice, dit-il. Il s'est tourné vers moi. Docteur Rousseau, Nathan, vous êtes sur le point de porter un terrible fardeau. Vous aurez des souvenirs que personne ne partagera, une vérité à laquelle personne ne croira. Vous voudrez parler, partager, prouver, résister à cette impulsion. Le silence doit être votre seule protection, prévint-il. Protection contre quoi? Demandai-je. Contre les entités. Elles peuvent détecter les perturbations causales. Si vous commencez à créer des vagues, écrire à ce sujet, convaincre d'autres, elles reviendront. Elles utiliseront quelqu'un d'autre. Elles créeront un autre paradoxe. Le cycle recommencera, expliqua-t-il. Alors je ne pourrai jamais le raconter? Demandai-je. Vous pouvez le raconter, mais jamais toute la vérité. Jamais avec des preuves. Toujours comme fiction, comme histoire, quelque chose que les gens peuvent rejeter comme imagination, dit-il. Il a souri tristement. Qui sait? Peut-être que quelqu'un quelque part comprendra. Entre les lignes, il verra la vérité cachée dans le récit, et il se préparera. Pour l'avenir. Le matin du 29 mars, Adam a activé l'appareil. Nous étions tous là, 47 personnes dans la chambre de confinement, le regardant entrer une dernière fois dans son véhicule. Le cristal noir de son appareil temporel brillait maintenant d'une lumière qui blessait les yeux, pas parce qu'elle était brillante, mais parce qu'elle existait dans plus de 3 dimensions. Quand j'activerai ceci, vous ressentirez une désorientation, comme un rêve lucide. Le temps semblera figé, puis il recommencera, et tout sera différent. Vos souvenirs commenceront à changer immédiatement. Dans 3 jours, la plupart d'entre vous n'auront qu'un vague sentiment de malaise, comme quelque chose d'important oublié. Dans 1 semaine, même ça aura disparu, prévint-il. Sauf moi, dis-je. Sauf vous. Prenez soin de vous, Nathan. Ce que vous allez porter est lourd, plus lourd que n'importe quelle arme, plus dangereux que n'importe quel secret, dit-il. Il a posé sa main sur le cristal. Une dernière chose. Les entités, elles resteront. Elles existent en dehors du temps, donc mon effacement ne les affecte pas. Elles continueront d'observer, de manipuler, d'expérimenter, mais sans moi comme point d'ancrage, elles seront limitées. Elles ne pourront pas créer de grands paradoxes, du moins pas pendant quelques siècles encore, dit-il. Et après? Demandai-je. Alors l'humanité aura déjà suffisamment évolué pour les percevoir, pour les combattre, peut-être même pour les comprendre. C'est notre cycle, voyez-vous. Chaque génération combat ce que la précédente a créé. Nous avons créé les entités, nos descendants dans 50 000 ans par notre évolution. Maintenant, nous devons vivre avec les conséquences de ce choix, expliqua-t-il. Il a appuyé sur le cristal. La réalité, comment dire, s'est courbée. Je ne peux pas le décrire autrement. C'était comme voir le monde à travers de l'eau perturbée. Tout ondulait, les couleurs glissaient, le temps lui-même semblait respirer, accélérant, ralentissant, s'arrêtant. Adam brillait maintenant.
son corps se transformant en particules de lumière. Mais il souriait. Un vrai sourire. Malgré son visage étranger, c'était un sourire humain. Adieu Nathan. Adieu mes ancêtres. Vivez bien. Souffrez avec honneur. Évoluez avec sagesse. Et souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, l'humanité survit. Nous survivons toujours. C'est notre plus grand talent, dit-il. Et après ces derniers mots, il était parti. Le véhicule s'est transformé en poussière, le cristal s'est fissuré et sa lumière s'est éteinte. Et la réalité est revenue à elle-même, à son ancien état. Je me suis réveillé dans mon lit. 30 mars 2026, 7 heures. Au petit déjeuner, mes collègues parlaient du météore de la semaine dernière. Juste des fragments de roche, disait le docteur Chen. Rien d'intéressant. Affaire classée. J'ai vérifié les dossiers. Impact de météore, 14 mars. Enquête effectuée. Échantillon analysé. Composition standard. Dossier fermé le 16 mars. Personne n'a mentionné Adam, le véhicule ou un quelconque voyageur temporel. Mais je me souvenais de tout. Chaque conversation, chaque explication, la sensation de voir le temps comme un réseau, les entités mathématiques vivantes et bien sûr, le sacrifice d'Adam. J'ai essayé d'en parler. Une fois, au docteur Okoye. « Sarah, tu te souviens du voyageur temporel ?» demandai-je. Elle m'a regardé d'un air confus. « Quel voyageur temporel ?» demanda-t-elle. Adam, qui venait d'il y a 15 000 ans après l'impact, précisai-je. « Nathan, tu vas bien? L'impact était un météore. Tu étais là pour la recherche. »« Tu as signé le rapport ?» dit-elle. « J'ai vu le rapport. Ma signature, mes notes. » Il disait exactement ce qu'elle affirmait. 2 ensembles de souvenirs, 2 histoires, une chronologie où Adam est venu et s'est sacrifié, et une chronologie où seul le météore est tombé. Les 2 également réels et les 2 également fausses. Ça fait maintenant 6 mois. Les souvenirs des autres ont complètement disparu. Ils ne ressentent même plus de malaise. Pour eux, mars 2026 était un mois ordinaire. Un météore. Recherche de routine. Rien de remarquable. Mais je me souviens. Chaque détail reste d'une clarté cristalline. Et parfois tard le soir, quand je travaille seul dans mon bureau, je les sens. Les entités. Elles m'observent, m'examinent, me testent. Elles savent que je sais. Elles savent que je me souviens. Et elles attendent le bon moment. Elles attendent que je fasse une erreur, que je parle trop, que je présente trop de preuves, que je crée une autre perturbation causale qu'elles pourront exploiter. C'est pourquoi je reste silencieux. J'écris mes expériences comme de la fiction. J'écris des histoires que personne ne prendra au sérieux, comme des avertissements déguisés en divertissement. Peut-être qu'un jour, quelqu'un lira ceci. Peut-être qu'il verra la vérité entre les lignes. Peut-être qu'il se préparera pour l'avenir, même inconsciemment. Ou peut-être que la chronologie a déjà changé. Peut-être que le sacrifice d'Adam a suffisamment changé de choses pour que ces horreurs n'arrivent jamais. Peut-être que nous trouverons un chemin différent. Je ne le saurai jamais, parce que c'est le prix de la connaissance temporelle. Vous ne pouvez jamais être sûr. Chaque choix pourrait tout changer, ou rien. Vous portez juste le fardeau. Silencieusement, pour toujours. Dernière note trouvée dans le journal personnel du docteur Nathan Rousseau, daté du 30 septembre 2026. 6 mois. Les souvenirs ne s'effacent pas. Au contraire, ils deviennent plus vivants, plus réels que la réalité officielle qui m'entoure. J'ai fait des recherches, délicates et prudentes, sur l'évolution humaine future, sur les anomalies temporelles, sur les schémas mathématiques qui pourraient suggérer des entités vivant au-delà de notre perception. J'ai trouvé certaines choses. Pas de preuves, jamais de preuves, mais des indices, des suggestions.
d'autres scientifiques à travers l'histoire qui ont peut-être vu ce que j'ai vu, des personnes qui portent ce que je porte. Sommes-nous tous des ancres, des gardiens de chronologie qui n'existent plus, des sentinelles contre des paradoxes que personne d'autre ne peut percevoir? Je ne sais pas. Ce que je sais, Adam avait raison. L'humanité doit souffrir pour évoluer. Nous devons passer par le feu, les extinctions, l'événement. Nous devons tout vivre. Mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous souffrir avec plus d'honneur, échouer avec plus de grâce, évoluer avec plus de sagesse. Si mes mots atteignent ne serait-ce qu'une seule personne, si une seule décision change, si un seul futur s'améliore d'un millionième, alors tout cet effort en vaut la peine. Alors la solitude a un sens. Alors le sacrifice d'Adam et le mien ne sera pas en vain. Je continue d'écrire. Je continue de me souvenir. Je continue d'espérer. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Face à l'éternité et à l'oubli. Nous nous souvenons. Nous témoignons. Nous résistons. C'est notre nature. Notre malédiction. Notre don. Nous sommes humains. Et malgré toutes les probabilités, malgré toute logique, malgré toutes les mathématiques vivantes de l'univers, nous survivons, avais-je écrit, parce que nous sommes des survivants.